Bonjour tout le monde, salut José. Salut Frédéric, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, un petit saut dans le temps pour un épisode spécial ouverture de la boutique. Donc, dans le dernier épisode, on a parlé un peu de tout ce qui précédait l'ouverture, donc la recherche du local, les premiers contacts avec les fournisseurs, un peu tous les défis de se lancer en affaires. Mm-hmm. Puis aujourd'hui, on s'est dit que ça serait peut-être le fun de reculer en 2012, avril 2012 plus précisément, puis de reparler un peu de ça a été quoi l'ouverture de Maison de la Course, vraiment les premiers pas. Ça a été un moment évidemment important, très, très stressant, parce qu'il fallait que tout soit prêt. Je pense que n'importe qui fait une pièce de théâtre ou bien un spectacle, il faut que tout soit prêt à une certaine heure, à un certain moment. Ouais. Et j'étais quand même un petit peu comme le chef d'orchestre du projet. Une chance, j'avais de l'aide, évidemment. On réussit rien seul. S'il y a bien quelque chose qu'on apprend dans la vie, c'est ça. Et à partir de là, quand même, le stress a baissé. Et puis, les gens sont rentrés. Parce que c'est ça. Parce que, dans le fond, tu ouvres et tu dis, bon, il va falloir que les gens viennent. Oui. Et quand tu es une petite entreprise comme ça, bien, tu n'as pas les budgets pour... tu n'as pas 50 000 $ pour partir une grosse campagne de publicité. Donc, j'avais la chance que les réseaux sociaux commençaient à être de plus en plus présents dans nos vies. Mm-hmm. Et ça a vraiment été un élément qui a aidé énormément au début. C'est la communauté qui nous a aidés. Puis la communauté, bien, avant, elle ne pouvait parler qu'à son voisin ou à son beau-frère, mais maintenant, avec les réseaux sociaux, en 2012, écoute, ça partait tout. Puis Facebook, moi, je connaissais pas ça. OK. J'avais aucune idée. Marjorie, ma fille, la fille de Lionel, là, mais tu sais, que je connais depuis qu'elle est toute petite, plus petite que moi. Maintenant, elle est plus grande que toi. 10 pouces de plus que moi. OK. Bien, Marjorie, elle riait de moi parce que là, on commence à travailler là-dessus. Puis là, on arrive à la boutique, la première journée. Et tu sais, j'avais presque pas d'amis Facebook. Et c'est là-dessus qu'on essayait de pousser. Instagram, je crois, n'existait pas. Non. Et là, elle me disait, t'es rendu à combien d'amis? Puis là, je disais, j'en ai 3 de plus. Qu'on essayait de pousser ça sur Facebook, à être connu. Mais dès la première journée, déjà, il y a eu des gens. La deuxième journée, il y a eu des gens. Puis, c'est comme particulier parce que c'est comme si ce 5 avril-là, à la fin de la journée, je me disais, ouf, il est venu des gens. Ben oui, je comprends que ça peut être rassurant. Puis tu as justement mentionné le fait que le stress a tombé avec l'ouverture. Tu dirais que le stress, bon, évidemment, c'est facile à imaginer qu'avant l'ouverture, que tout soit prêt, c'est hyper stressant, mais tu as l'impression que il y a une coche de stress qui est tombée avec l'ouverture? Mais c'est exactement ça. C'est une coche. OK. Mais il restait d'autres coches. Ah ben oui, là, je peux vraiment le croire, là. Mais oui, effectivement. Il y a une portion du stress qui a descendu. Dans le processus pour préparer l'ouverture, il y avait eu beaucoup d'inquiétudes. Et là, c'était le temps de voir les résultats de ces inquiétudes-là. Ouais. Est-ce que cette inquiétude-là, ça s'est réglé par soi-même ou il y a des choses à corriger déjà? La première journée, on le savait déjà. Et puis, dans les mois à venir. Et puis, bien, c'est le fun d'accueillir les gens parce que j'étais heureuse de voir les gens. Mais en quelque part aussi, je réalisais cette journée-là et les journées suivantes à quel point le travail n'était pas terminé. OK. Fait qu'à la fois, c'est possible, ça va fonctionner, mais il reste encore beaucoup à faire, là. Je pense que ça ressemble, partir une entreprise comme cette journée-là, c'est comme la naissance d'un bébé, je crois. Ouais. Tu te rends compte que le plus gros n'est pas fait. Oui, c'est ça. Tu te rends compte, dans mon cas, là, je pense que c'est peut-être comme ça en affaires, tu te rends compte un petit peu que dans quoi je me suis embarquée. Ben oui. Est-ce que j'ai la solidité pour persévérer à chacune des journées? Et cette inquiétude-là, elle est quand même présente, mais il ne faut pas que ça paraisse. Ben oui, parce que pour le client, lui, il vient dans une nouvelle boutique et tout, mais tu sais, ça reste quand même une partie de sa journée. Puis c'est une journée, oui, qu'il va peut-être se souvenir, mais c'est pas comme toi où c'est une journée hyper importante dans ta vie, là. C'est ça. Lui, le client, j'ai encore des clients, on viendra sur ça, j'ai encore des clients qui disent, j'ai été te voir au début, hein. Ouais. Mais
pour le client, lui, il faut qu'il parte en ayant une expérience heureuse. Mhm. Moi, il faut qu'il parte en me disant, il a eu son expérience heureuse et il va revenir. Oui, ben oui. Il faut qu'il revienne. Évidemment, dans la course à pied, on est chanceux. Bon, quelque part, là, c'est une chance pour nous parce que c'est un peu comme un client, il va vouloir venir parce qu'il va user ses souliers. Ben oui, puis je dis souvent aussi qu'on rencontre les clients qui sont de bonne humeur parce que c'est le fun de venir magasiner des chaussures. Tu sais, c'est pas comme aller, je dis tout le temps le même exemple, mais aller magasiner une balayeuse, c'est un petit peu moins excitant que venir choisir sa nouvelle paire de chaussures. Exactement. Ils viennent nous voir, ils sont contents. Tu sais, que ça, c'est le fun. Mais quand la boutique a ouvert, j'avais 48 ans. Mm-hmm. Et ce qu'il faut... j'avais donc comme... Moi, je suis en appartement depuis que j'ai 17 ans. Donc, j'avais 30 ans de vie adulte derrière moi. Et donc, je prenais tous ces 30 ans-là, et cette journée-là, c'était le résultat de ces 30 ans-là. Mm-hmm. Et les années suivantes, c'était pour être le résultat de ces années-là, plus les expériences apprises à chacune des journées. Ouais. Donc, et une des choses, et les gens vont sourire, là, les vieux de la vieille, un peu comme moi, mais toi, tu l'as entendu déjà, c'est « build it and they will come ». Oui. Bon, oui. c'est une expérience américaine. Le baseball. C'est ça, exactement. Ouais. Puis moi, je l'avais entendu dans l'automobile aussi. Construis un concessionnaire, mets le budget, fais ça beau. Il faut que ce soit beau, attirant, inspirant. Il faut que la personne ait le goût de venir te voir. Ouais. Puis ensuite, ça va voler de ses propres ailes. Mais le 5 avril 2012, je me suis aperçue que c'était pas si simple que ça. C'était pour être plus compliqué quand même. Ouais. Je voulais que ce soit un succès, évidemment, mais je réalisais cette journée-là que ça a été un gros, pas wake-up call, mais ça a été une grosse réalisation. C'est pas gagné d'avance. Ouais. J'ai réussi à me rendre ici. Il faut que les clients soient contents. Il faut que je souris. Il faut que je souris quand le banquier va me parler aussi. Ouais, c'est ça. Ben l'important. Il ne faut pas que lui pense que j'ai des inquiétudes. Il ne faut pas que les fournisseurs pensent que j'ai des inquiétudes parce qu'ils vont m'envoyer des 30 puis 40 000 puis 50 000 $ de stock. Il faut que tout le monde pense que tout va bien puis que tout va bien aller. Tout est beau, tout est parfait, tout est facile. Ouais. Avant qu'on entre justement dans le volet fournisseur puis les premiers défis, il y a une petite question qui me vient à l'esprit. Tu sais, sachant que c'était votre building, que vous l'avez mis à votre goût, que vous avez installé la boutique et tout, tu sais, il y a un moment où il faut dire, OK, c'est cette journée-là qu'on ouvre. Parce que j'ai l'impression qu'on doit tout le temps se dire, mais on pourrait ouvrir une semaine plus tard, ça nous permettrait peut-être d'être un peu plus prêt, de faire un peu plus de formation à l'interne et tout. Tout à fait. À quel moment on se dit, let's go, c'est le 5 avril, puis là, on recule pas, puis c'est cette date-là? Tout à fait. Et puis toi, bien, ensuite, dans le prochain épisode, on parle vraiment de ton arrivée à toi, mais là, j'ai hâte. Mais il faut décider. Et puis toi, maintenant, tu fais partie des autres décisions parce que tu as décidé. Mais on reviendra sur ce sujet-là. J'ai vécu les ouvertures des autres boutiques et tout, mais la première, c'est quand même, c'est différent, c'est spécial. Là. Oui. Il faut choisir une date. Puis, un des avantages que j'ai, c'est que quoique, tu vois, actuellement, en tout cas, on en reparlera parce qu'on va reparler de Bromont un jour, dans un autre épisode. Choisir la date, effectivement, est difficile, mais il faut accepter que ce soit imparfait. Ouais. Et donc, et ça, c'est quand même quelque chose de difficile parce qu'on voudrait que ce soit parfait, mais ça ne sera pas parfait. Impossible. Ouais. Impossible que ce soit parfait. Donc, il faut l'accepter. Il faut avoir confiance en ses collaborateurs. Parce que toute la gang, que ce soit l'architecte, le contracteur, que ce soit les employés, tout le monde cette journée-là doit être là, doit avoir livré la marchandise, puis doit avoir accepté de rusher, de recevoir des emails la nuit peut-être, d'avoir eu un appel le dimanche. Tu sais. Tout le monde a accepté cette date-là avec moi et on l'a fait puis on s'est lancé. Okay. Ça a quand même été vraiment très bien. On avait des... Écoute, la première journée, Karine était là. Ouais. Karine qui est encore avec nous, qui est kinésiologue, tu sais, était là à 100%. Et donc, tous ces gens-là sont là, puis on part. Puis ça sera imparfait, mais ce sera merveilleux. C'est pas grave, tu sais. Ben non, évidemment. Puis, qu'est-ce que tu dirais qui était pas parfait au début, justement? La sélection un peu et ça, on y reviendra. On avait voulu aller large et on reviendra sur ce sujet-là un petit peu. Qu'est-ce qu'il y avait d'imparfait? Dans le choix de chaussures, tu veux dire?
Dans le choix de produits. De produits, OK. Oui, il y a des produits, on s'était laissé un peu influencer par des gens qui ont des commentaires très sympathiques, mais on viendra sur ce sujet-là. Il y a tellement de sujets. Et puis, qu'est-ce qui était d'imparfait? Oh my... mon Dieu, c'était des petits détails. Tu sais, l'aménagement. Oui, OK. On avait des meubles qu'on avait fait faire par quelqu'un de super gentil, mais parce que ça avait été fait un peu à la dernière minute, le bois n'était pas sec. Oui. Donc, les meubles sont encore là. Si vous venez à la boutique, vous regarderez les meubles. OK? Vous allez voir qu'ils ont croché. Il y en a quelques-uns qui sont là depuis le début. Là. Ils sont croches. Ouais. Ils ont croché, ils ont séché après l'ouverture. Ouais. Et ça, ils sont encore là. Mais éventuellement, il faut qu'on travaille sur un autre dossier à travailler. Ça fait partie du charme. Ça fait partie du charme. Ensuite, il y avait... qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait l'éclairage, le soleil, comment ça arrivait. Ah, c'est sûr. Il y avait quoi d'autre aussi, les meubles? On avait mis une immense table à l'arrière, puis une immense table à l'avant. Puis quand on dit immense, là, il rentrait en fait 5 personnes de chaque côté, plus une personne à chaque bout. Donc, c'était une table pour 12 personnes. Elle avait immense pour vrai. Là. 14 pieds. Ouais. On se disait, les gens vont arriver et ils vont vouloir s'asseoir, puis on va placoter de course. Ouais. Bon. Puis ensuite, là, ce qui s'est passé, c'est que on manquait de place pour mettre les produits. Mm-hmm. Et là, éventuellement, la sélection de produits a changé. Elle est devenue plus large. Ça a été dans les premiers défis, dans les premières années. Et là, on s'est retrouvé avec cette table-là qui prenait de la place. Puis on ne pouvait pas aller s'asseoir là, on n'avait pas le temps. On n'avait pas le temps de s'asseoir là, puis on ne pouvait pas avoir 2 employés de plus pour aller jaser avec le monde en arrière. Financièrement, ça ne passait pas. Ouais. Donc, ça, on s'est rendu compte que c'était bien le fun, mais on était obligé de jaser dehors après avoir la course, après avoir couru, plutôt que de jaser en dedans assis à une table qui prenait énormément de pieds carrés. Fait que si vous venez à la boutique, toi, tu étais là quand on a fait les changements. Oui. On a mis une tente. Puis c'est la zone rabais maintenant. Puis c'est une zone qui est adorée par tout le monde. Ben oui, puis c'est essentiellement l'espace que la table prenait, là, parce que j'ai connu la table aussi, même chose, on y reviendra, mais parce que, tu sais, l'ouverture, en fait, 2012, je l'ai connue comme client, fait que, tu sais, je voyais la pancarte, ouverture bientôt, etc., puis, j'avais hâte que ça ouvre. Fait que moi, j'ai rencontré Maison de la course dans les tout débuts, là. Oui, et puis il y avait une autre table. Ben oui, quand il est arrivé. Puis il y avait une autre table qui était immense aussi, qui était à l'avant pour mettre des produits. Mais elle était tellement lourde, elle n'était pas déplaçable. Ouais. Et quand on voulait... Les roues avaient croché en dessous. Lionel avait magasiné des vrais bearings là, dans une place vraiment spécialisée, mais elle était tellement lourde que ça avait quand même croché un peu. Puis elle n'était pas déplaçable quand on faisait des conférences. Puis nous, on voulait faire des conférences. Ouais. Donc, on a définitivement mis pas la hache dedans parce que la hache n'en serait pas venue à bout. Non. Et on l'a enlevée aussi. Et maintenant, quand on vient à la boutique, parce qu'on manquait de bancs, parce qu'il y avait... il n'y avait pas assez de bancs pour les gens pour s'asseoir, pour essayer les chaussures. En tout cas, toutes sortes d'ajustements. C'est des beaux problèmes parce que... il y a beaucoup de clients, puis on a besoin de les asseoir, il n'y a pas assez d'espace. C'est un beau problème. Voilà, c'est de l'adaptation. Ouais. Tu sais, dans le fond, il y avait... Puis ça a été comme ça continuellement au fil du temps. Et là, les clients venaient, on apprenait à les connaître. Il y avait des gens assez exceptionnels. C'était une période où il y avait des défis qui s'appelaient comme Montréal-New York. Oui, Je ne sais pas si j'en ai parlé dans un autre épisode. Non. Ah, non. OK, parfait. Fait qu'il y avait des défis qui étaient de type Montréal-New York. Ouais. Les gens embarquaient dans des gros... des genres de RV en gang et ils se rendaient à New York à la course, mais en étant en relais. Ouais. Puis ça s'adressait souvent à des gens qui n'avaient pas vraiment nécessairement couru, mais qui avaient le goût de vivre une expérience en groupe, ramasser des fonds pour une cause aussi. Et là, ils arrivaient à la boutique et puis ils arrivaient en gang et puis ils venaient s'équiper parce qu'ils s'en allaient faire ce défi-là qui était un grand défi pour eux. Donc, on a connu plein de gens comme ça. On a connu toi qui est venu à la boutique dans les premiers temps. Puis il y a des gens encore maintenant, quand ils viennent à la boutique, ils disent « Tu sais, j'étais ici, moi, à l'ouverture. » Oui. Ça arrive encore. Ghislaine, entre autres, puis d'autres aussi. Oui. Joanne, plein d'autres. Comment la course, c'était quoi le portrait un peu de la course au Québec à ce moment-là? Tu sais, j'ai une petite idée parce que, bon, j'en faisais partie un peu. C'était quand même un moment effervescent pour la course au Québec. Là. Il y avait un petit renouveau dans les événements. Oui. En fait, dans les premiers temps, dès la première, je pense la
troisième semaine, on a parti courir 101. Oui. Et ça a été, c'était dans mon rêve, d'enseigner la course à pied. Parce que j'avais commencé à l'enseigner à des amis, à gauche, à droite. Quand je suis retournée aux études, j'ai fait un groupe puis je leur ai enseigné à courir, tu sais. Et donc, c'était dans mes objectifs de faire un cours pour prendre les gens du début et les amener à courir un 5 km dans le confort et dans le bonheur, et non pas dans l'accès performance. Pas du tout. Et donc, ça a commencé dans les premières semaines. Tout de suite, je pense 3 semaines après, on l'avait déjà mis en place. Marjorie était là, elle aidait. Qui on a eu à part ça qui a enseigné? Écoute, on a eu... Il y a eu Marilyn au début qui a enseigné le 101 101 parce qu'elle courait, elle faisait déjà des 15 km facilement. Je me demande si elle n'avait pas fait des demi-marathons. Et... donc, on a commencé tout de suite à enseigner la course et ça a été immensément populaire. Ben oui. Oh, oui. Ça a aidé les gens. On a fait le programme avec Karine, parce que Karine est kinésiologue. Et Karine enseignait, elle prenait le relais. C'est-à-dire que nous, on commençait à enseigner aux gens qui débutaient. Puis quand les gens voulaient passer du 5 au 10 km, là, on s'est adapté. On a dit, les gens, ils veulent continuer à progresser. Fait qu'on a créé une clinique qui s'appelait 10 km, tout un nom original. Oui, c'est ça. Ça dit ce que ça veut dire. C'est ça. Puis ensuite, on a fait une clinique du demi-marathon. Et là, on a ajouté des coachs au fil du temps. Et Karine était la personne qui s'occupait du volet vraiment, kinésiologue, entraînement, tout ça. Ça a aidé énormément. Évidemment, c'est comme une pépinière, hein, parce que tu crées des petites boutures. Des petites boutures de coureurs, tout petits. Ils sont tout petits. La première fois, ils font 45 secondes. Et puis, 3 ans après, ils font un demi-marathon. Donc, ça nous a aidé beaucoup, ça, au début de la boutique. Parce que sinon, je ne sais pas. Sinon, qu'est-ce qui serait passé? Mais ça nous a aidé. Ils ont grandi avec nous, comme je dirais. Fait que l'offre de services puis l'offre de clinique de course a grandi avec les coureurs qui ont commencé, donc avec la communauté de Saint-Hilaire et des environs. Le 101 a toujours été gratuit. C'était pour moi non négociable. Il n'y avait pas un 101 pour le monde pas en forme gratuit puis un 101 pour le monde en forme. Non, il n'y avait pas de distinction. Quelqu'un qui faisait le 101... donc, tout le monde était bienvenu, puis ça a été des rencontres merveilleuses, d'ailleurs, là-dedans. Ça, peut-être un autre sujet. Il faudrait que je m'amène des post-it parce que ça a fait rencontrer des gens qui venaient d'univers tellement différents, autant au niveau socio-économique que de l'âge et tout ça. Ben oui, puis on a encore des fois des clients qui nous le rappellent, là, parce que des fois, le temps passe vite, puis on oublie. Puis c'est des gens qui sont en entraînement pour leur 2, 3, 4, 10e marathon, puis qui nous rappellent, hey, mais j'ai commencé avec le 101, là, tu sais. Puis j'ai connu mon voisin, qui est mon meilleur ami, avec le 101. Ben oui. Des couples qui se sont formés dans le 101. Il y a des gens qui se sont rencontrés. Tu sais, moi, je pense que Christian et Emmanuel, ils vont se reconnaître. Je pense qu'ils se seraient peut-être pas rencontrés sans nous. Et moi, je me souviens que leur première soirée où ils se sont un peu rapprochés, on revenait de courir en montagne et on avait été prendre une crème glacée après. Puis ça, c'est moi qui organisais ces sorties-là. Fait que donc, puis il y a plein de gens, là, c'est des histoires. Puis c'est pour ça que ça s'appelle une maison, c'est parce que c'est là qu'on est heureux, tu sais. Donc, les cliniques ont été un volet très important mettons, on est encore dans le premier 3 mois, là. C'était un volet très important de notre décollage, je dirais. Oui, le démarrage. Puis tu sais, c'est avril, le printemps, le début de l'été, tu sais, c'est effervescent pour la course à pied, là. C'est des gros mois, c'est important. Fait que la date d'ouverture était super bonne, là. La date était parfaite, était vraiment, vraiment super bonne. On avait essayé d'ouvrir en mars. Oui, ce qui aurait été, en fait, peut-être même mieux. Sûrement, as-tu l'impression, Bien, sûrement un peu mieux. Quoi qu'avec les années, on s'est rendu compte que mars, parfois, avec les tempêtes de neige, c'est tranquille. Mais je crois qu'en fin de compte... Vaut mieux être un peu débordé en avril que d'avoir des petites inquiétudes au mois de mars. Oui, puis ça nous a donné le temps, parce qu'il y avait des retards au niveau de la construction. Ça nous a donné le temps, avec l'équipe, que l'équipe soit tout à fait 100% prête quand on a ouvert. La méthode de conseil était prête. L'équipe était
excuse l'expression, mais était ça à coche dès le départ. J'étais fière d'eux autres. J'ai regardé aller, j'étais là, ils sont hot. Puis là, il y avait Karine au niveau kinésiologue qui nous parlait des blessures. Il y avait notre équipe, des gens qui connaissaient ça. Il y avait Marilyn qui faisait du yoga depuis toujours, qui pouvait rajouter des informations. C'était extraordinaire. Je me souviens vraiment, la première fois où je suis venu choisir ma première paire de chaussures, là, je me souviens que pour avoir vécu l'expérience dans une autre boutique de course, que pour moi, c'était complètement différent. Là. Différent dans le sens où j'avais l'impression qu'on m'écoutait un peu plus. Puis j'étais arrivé avec plein d'idées, puis plein de... J'avais fait plein de lectures, puis pour moi, ça tournait dans ma tête, je voulais essayer plein de trucs et tout, puis j'avais l'impression vraiment qu'on m'écoutait, puis let's go, on essaye, puis on s'en va dans cette direction-là, puis pour moi, ça avait été quand même spécial, la première rencontre avec Maison de la course. Merci. Effectivement, à ce niveau-là, on n'a pas changé. On aime encore écouter les gens énormément. Oui. Puis ça n'a pas changé, puis c'était quelque chose qu'on avait dans la tête parce que dans le projet d'affaires, pour moi, je voulais un endroit où les gens se sentent accueillis, pas jugés. Et donc, c'était tellement prioritaire. Donc, dans l'enseignement, ça a été ça aussi. Avant l'ouverture, l'équipe savait, on écoute les gens. Mm-hmm. On leur pose des questions sur eux. On est quasiment à la recherche du petit détail qui va faire qu'on va pouvoir leur recommander quelque chose qu'ils vont adorer. Et donc, ça, pour être capable de recommander quelque chose que la personne va adorer, il faut que tu lui aies posé des questions. Si tu n'as pas posé de questions, comment tu peux savoir? Mm-hmm. Tu sais, il n'y a pas moyen de savoir. Fait que ça c'était prioritaire. Puis quand tu es rentré, puis ça venait un peu du domaine d'où j'étais avant. Ouais. Je reviens encore à ces 38 ans de vie avant. Moi, imagine-toi donc, à 16 ans, je me suis fait embaucher à cause d'une amie pour vendre des encyclopédies, tu sais. Fait que... Le porte-à-porte? Oui. OK. Une autre affaire que tu ne savais pas, je pense, Je n'ai déjà entendu parler, mais c'est quand même une bonne histoire. On se lance. Je ne sais pas si je vais la raconter au complet, mais c'était complètement fou à l'époque. Et on vendait des encyclopédies. Mais tout ça pour dire que quand tu cognes à une porte pour vendre des encyclopédies à un monsieur et une madame qui ne t'attendent pas, puis tu as à peu près 16 ans, puis tu as l'air d'avoir 12 ans, tu peux pas juste lui parler, il faut que tu les écoutes. Mm-hmm. Et plus tu les écoutes, plus tu les aimes. Ouais. Et moi, ça, j'aime ça. Je les écoutais. Puis là, je lui vendais une encyclopédie, puis finalement, j'en ai vendu quand même pas mal. Mais bon, je ne suis pas restée là longtemps parce que, bon, c'est une autre histoire. Mais tout ça pour dire que ensuite, dans l'automobile, il faut que tu écoutes les gens. Si tu n'écoutes pas les gens, tu peux pas savoir qu'est-ce que tu dois leur recommander. Ouais. Je pense que j'ai dit dans un autre podcast qu'il y avait 28 modèles chez BMW. Et quand le client arrive, il faut que tu lui poses une question. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous avez aimé de votre ancienne voiture? Pourquoi vous la changez? Là, c'est parce que on veut un troisième enfant. Mais si tu ne le sais pas, tu vas continuer à y proposer des coupés. Ben oui. Tu vas lui faire essayer une coupée. Puis là, le client va partir. Il n'osera pas te le dire que tu étais dans le champ. Oui, si c'est trop tard dans le processus, là, pour le client, c'est compliqué de dire « Ah, mais c'était pas ça que je cherchais. » Il va juste fuir au final. Là. Il va s'en aller. Ouais. Il sait bien qu'il n'a pas été écouté. Mm-hmm. Puis s'il n'a pas été écouté, il n'osera pas te le dire, vous ne m'écoutez pas. Ouais. Franchement. Non, c'est ça. Ouais. Jamais personne ne va te dire ça. Fait qu'il faut les écouter. Mm-hmm. Notre job numéro 1, c'était d'écouter. Ça a été vraiment le fun parce que dans l'équipe, là, on avait du monde qui avait le goût d'écouter. Ça, c'était 100%. Il y avait Benoît qui était là aussi. Il y avait, écoute, je me souviens. Étienne. Il y avait Alexandre. Il y avait Étienne. Étienne, adorable. Étienne est kinésiologue aussi. Donc, c'était une équipe, tu sais, quand tu es kinésiologue, tu apprends à écouter parce que tu peux pas faire un programme. C'est impossible de faire un programme à quelqu'un si tu sais pas c'est quoi ses objectifs. Mais non. Ouais. Donc, ça a commencé comme ça. Et on a eu, écoute, ça a été dès le début le plaisir et de regarder les gens courir dans la chaussure. Ça a été une des premières choses. Au début, il a fallu s'ajuster parce qu'écoute, là, je vais dire quelque chose que les gens vont faire, mais économiquement, c'était pas viable au début. On passait quasiment 1h30 avec chaque client. Ils partaient, je pense qu'on connaissait le nom de leurs petits-enfants, leur montant d'hypothèque. Tu sais, je fais des blagues, là. Ouais. Mais on a appris à un moment donné à être efficace, à écouter le client, évidemment, mais à avoir des questions un petit peu plus... On n'est pas dans le 5 minutes, peut-être que... Je ne sais pas si est-ce que c'est vrai que des fois, les médecins ont juste 6-7 minutes pour nous parler, mais on n'est pas dans 10 minutes. Mm-hmm.
On prend du temps. On a le temps, oui. On a le temps. Oui, on prend le temps. Mais là, ça avait plus de fin, là, tu sais. Donc, il a fallu retravailler des choses parce que parfois, il a fallu retravailler plusieurs choses parce qu'économiquement, on n'aurait pas passé à travers. Ouais. Mais tout ça dans le respect du client. Ouais. Tout ça. Oui, puis au final, d'être juste un peu plus efficace. Tu sais, le client n'a pas nécessairement l'intention de passer 1 heure et demie en boutique. Là, non. C'est pas une demi-journée là, pour venir magasiner des chaussures. Non, il ne s'en vient pas acheter une maison. Là, non, c'est ça. Quand même. Ouais. Fait que, on s'est ajusté à tous les niveaux. Il y a eu beaucoup d'ajustements au début, mais c'était des micro-ajustements. Ouais. Globalement, on avait choisi... Globalement, est-ce que je peux dire les coûts de circuit? Ben oui. Okay. Oui. Bon, là, je me fais plaisir, OK? Le premier coup de circuit, Saint-Hilaire, Mont-Saint-Hilaire. Ouais. Premier coup de circuit. Quand on a ouvert, déjà, dans la journée, on voit la montagne en arrière. On est toujours nourri par elle, puis tous les arbres qu'il y a dessus, puis la luminosité qu'il y a dessus. Le soir, elle est violet. Ouais. T'as remarqué? Oui, il y a une rue qui s'appelle, en fait, l'heure mauve, parce que le coucher de soleil, c'est l'heure mauve. Oui, juste derrière la boutique, en fait. Là. Ben, je savais pas. Oui, la rue de l'heure mauve. Ouais. Bon, tu vois, ça fait... Toi, t'es comme un vieux couple. Ça fait 13 ans qu'on travaille ensemble, puis plein de choses que tu sais que je sais pas, que tu m'as pas dit. Des fois, c'est comme ça avec Lionel, ça fait 30 quelques années, puis je dis, mais tu m'as jamais dit ça. Donc, je savais pas, mais je l'aime, la mauve, c'est ma préférée à part de ça. Donc, le plaisir d'être à Mont-Saint-Hilaire avec les gens de Mont-Saint-Hilaire, qui d'ailleurs, récemment, dans le Journal de Montréal, a été la ville numéro 2 du bonheur au Québec par un sondage léger. Oui. Oui. Ouais, je ne sais plus trop de la méthodologie et tout, là, mais numéro 2. Oui, ils ont même pris toi sur la page première du Journal de Montréal pour devant la montagne en photo. Oui, ça, c'est toute une histoire. En fait, je fais un petit aparté. Vas-y, ça vaut la peine. Une journaliste et un photographe entrent dans la boutique, puis... récemment, là. Oui. Oui, c'est ça. De 2 semaines, je pense. Début juillet. Puis là, ils viennent nous voir, puis on fait un petit reportage sur Mont-Saint-Hilaire parce que c'est élu la 2e ville du bonheur, etc. Puis on recueille les témoignages des gens, puis là, on a des gens qui nous ont parlé de votre boutique, puis du club de course des pas pressés. Fait que là, on venait vous voir parce qu'on cherche quelqu'un qu'on a interviewé, mais qu'on n'a pas réussi à trouver son nom, etc. Bref, on donne un coup de main à la journaliste, puis là, elle nous regarde, elle dit peut-être qu'il y a quelqu'un qui habite à Mont-Saint-Hilaire ici. C'est toi puis Karine. Oui, exact. Okay. Puis les autres employés étaient à Autoburn. Fait que discarté malheureusement pour eux. Donc je dis oui, moi j'habite à Mont-Saint-Hilaire. Puis elle dit on pourrait peut-être faire une petite entrevue. Je dis, oui, pas de problème, on peut aller dans le parc à l'arrière. On a une belle vue sur la montagne. C'est un beau parc avec un petit lac, etc. Finalement, l'histoire de je suis né à Saint-Hilaire, j'ai grandi à Saint-Hilaire. On a racheté la maison familiale il y a 4 ans. On l'a remis à notre goût. Avec Diana. Puis, on a l'entreprise Maison de la course qui fait partie de la communauté et tout. Puis là, je pense que la journaliste, elle aimait l'histoire. Parce qu'à la fin, histoire. Elle dit c'est vraiment intéressant et tout. Prochain podcast. C'est ça. Mais... ça se termine comme ça. Elle m'a juste dit, on fait un petit reportage sur Mont-Saint-Hilaire. Je n'ai pas de date de quand ça va sortir ou quoi que ce soit. Tu es rendu dans le parc en arrière. Il n'y a rien de prévu dans l'horaire. Oui, ça a pris 3 minutes. Là. Puis là, un samedi matin, je me prépare pour aller travailler et tout. Puis là, le téléphone commence à sonner. Je reçois des... Moi aussi. Oui, c'est ça. Je reçois des images et tout. Première page du Journal de Montréal. Puis là, finalement, c'était vraiment comme... je prenais la moitié de la page couverture du Journal de Montréal. Un samedi. L'édition du week-end. Oui. Aïe. Vraiment, c'était un peu une surprise inattendue, disons. Ben oui, moi, je reçois ça aussi. Moi aussi, ça sonnait. Hey, José, t'as-tu vu ça? Aïe, c'est bien merveilleux. Puis là, j'arrive à la boutique pour travailler avec toi, puis je dis, hey, Frédéric, tu m'avais pas dit ça? Ben non. Puis là, il dit, c'est ça. Là, t'as dit, ben non. Parce que... C'était tellement comme anecdotique dans ma semaine. Oui. Puis, je pensais que ça allait être comme un petit quelque chose en ligne ou... Un entrefilet. Ben oui, entre 2 chroniques d'été ou je sais pas trop. Puis, première page. Puis, tu sais, ces temps-ci, la vie va vite avec les projets à Bromont, etc. Fait que, tu sais, ça a pris 3 minutes de ma journée. Puis après ça, j'ai oublié ça. T'sais. T'as pensé à autre chose. Oui. Jusqu'à ce que ça me frappe le samedi matin.
Ah oui, on est super, super contents. On l'a partagé avec nos amis, là, c'est fou. Puis, mais je parlais de quoi? On était Ben, rendu des coups de circuit. Des coups de Ah circuit oui, des coups de à circuit. l'ouverture. Ah là, oui, les amis. Mont-Saint-Hilaire. Oui. Une chance, t'es là. Les amis savent, j'ai un léger déficit de l'attention. Mais des coups de circuit, ça a été l'endroit. Ouais. L'équipe. Au Oui. début, l'équipe a été un coup de circuit, vraiment. Là. J'ai été gâtée. Mm-hmm. Ça a été une grosse portion du succès au début, l'équipe. Oui. Une grosse portion. C'est fou. Et une autre chose qui venait de l'automobile, c'est que moi, je voulais que, puis je l'avais dit dans l'autre podcast, je voulais que les gens rentrent et que la sélection soit grosse. Oui. Je voulais que les gens rentrent et que quand ils rentrent, ça fasse comme un concessionnaire automobile. Quand tu rentres dans un concessionnaire automobile, tu t'en viens dépenser 30, 40, 50, 100 000. Il faut que ça t'impressionne. Mm-hmm. Si tu trouves ça ordinaire, je me souviens pendant la COVID, moi, je voulais magasiner une Toyota, là, puis je suis rentrée, puis il y avait un véhicule usagé dans le fond parce qu'il leur manquait de véhicule. J'ai fait « arc ». Ça sonne écho un peu. Ah ouais, non, vraiment très, très écho. Mais en plus, j'avais une petite blessure dans le fond de mon cœur. Je m'emmenais dépenser beaucoup, puis c'était moche. Mm-hmm. C'était pas de leur faute. Il n'y en avait pas de véhicule. Ouais. Il avait mis un auto usagé dans le fond qui sentait même le vieux gaz, tu sais. Fait que, mais quand tu rentres à la maison de la course, l'odeur est bonne. Ouais. On met des huiles essentielles. Ouais. Ça a été assez rapidement. J'ai voulu que ça sente bon. Et puis c'est beau, c'est plein de couleurs et c'est pas envahissant. Mm-hmm. Ça, c'était un autre coup de circuit. Que ce soit aéré. Puis ça a été un défi, la sélection, justement. On en a parlé un tout petit peu, d'avoir la bonne sélection, oui. de ne pas en avoir trop, oui. d'en avoir assez. Oui. Comment ça a été, ça, au début? Quand on a ouvert au début, on avait des chaussures de randonnée en cuir. Oui. Un peu. Oui. On avait aussi des sandales de course. Oui. Ça, j'avais oublié, vois-tu? Oui. OK. Après ça, qu'est-ce qu'on avait aussi? On avait des produits de triathlon. Mm-hmm. Des soutes, puis des produits de natation. Oui. Et j'avais résisté parce que de temps en temps, et on est comme ça, toi puis moi, là, mettons qu'on nous dit quelque chose, on le prend, on le met dans notre petite boîte à idées en arrière, là, puis on le laisse jujuter, mm-hmm. On le laisse mijoter, qu'on pourrait dire plus gentiment. Et quelqu'un m'avait dit, écoute, il faut absolument que tu aies une très large sélection de bottes de randonnée. Parce que, les gens de Mont-Saint-Hilaire, de la région, ils ont du budget, ils vont dépenser pour des bottes à bien cher. Et en plus, tu es à côté de la montagne, puis tous ceux qui vont en montagne prennent des bottes de randonnée. Ouf. Ouais. Ouf! Là, c'est facile à dire aussi en 2025 parce que, pour la petite histoire, la botte de randonnée a extrêmement diminué au profit de la chaussure de course les gens utilisent. Oui. Pour faire de la rando. Là. Puis les gens super expérimentés qui partent sur des randos d'1 semaine, 2 semaines, 3 mois, ils vont y aller avec la chaussure de course. De sentier. Plus solide. Vraiment. Plus léger, plus ventilé, facile aussi à porter rapidement. Là. Pas besoin de porter 100 heures avant d'être confortable. Là. Exact. Ça, c'est super important. Et donc j'ai un peu résisté parce que je me suis dit, c'est moi le client. Ce que je veux dire, je faisais semblant que j'étais le client. Puis moi, des bottes de randonnée, je n'avais acheté, puis je les ai encore, sont pleins de poussière, puis je les ai jamais cassées. Ouais. J'ai pas eu le temps de les casser. J'ai pas le temps d'envie de passer 3. Combien d'heures t'as dit? J'ai dit 100, mais j'ai aucune idée. Mais au final, au moins c'est 100. combien? Là, je suis sûre que c'est 100. Au moins 1 mois à casser des bottes de randonnée. J'ai pas le temps. Il faut que je sois bien maintenant. Donc, on a rentré des souliers un peu en cuir, mais légers, le plus léger possible. Ouais. Et puis, on s'est rendu compte que les clients ne venaient pas du tout pour ça, même si on était sur le bord d'une montagne. Ouais. Et comme j'avais rentré une quantité, je ne m'étais pas énervée avec ça parce que je n'étais pas certaine. J'avais vraiment mis le focus sur les chaussures de course et les chaussures de course en sentier. 95% de l'inventaire était là-dedans. Oui, OK. Donc, ça a permis... Heureusement. Sinon, en affaires, il y a déjà des entreprises qui sont mortes, enterrées par l'inventaire. Ouais. Ça aurait pu m'arriver. Si j'avais acheté 500 paires de bottes, on a combien de paires de bottes, de souliers? On a combien de souliers à la boutique en quantité? Au moins 1000. En tout cas, mettons, mais si j'en avais rentré 23-25% de bottes, j'aurais pas passé à travers parce que quand l'hiver est arrivé, c'est un autre défi. Ben oui, oui. Voilà. Les saisons, ça change rapidement. Ça devait être quand même un défi au début de...
qu'est-ce que les gens vont vouloir l'hiver? L'offre était différente aussi en 2012 sur les produits de... Il a fallu trouver qui offrait les produits pour aider les coureurs à devenir des coureurs d'hiver. En 2012, là, les gens ne couraient pas beaucoup l'hiver dehors encore. C'était pas... les gens faisaient du ski de fond dehors, ils faisaient du ski alpin dehors, ils faisaient du patin à glace dehors. Mais courir, ben voyons donc, on ne court pas dehors, c'est dangereux. Tu sais, je veux dire, la phrase la plus importante qu'un parent dit à son enfant avant 2012, c'était « cours pas, tu vas te faire mal, cours pas, tu vas tomber ». Et ça reste imprégné dans notre cerveau, notre âge adulte. On se le fait dire à 2 ans, on se le fait dire. Donc, les gens pensaient que courir l'hiver, c'était impossible. Il fallait courir sur des tapis roulants. Donc, la première hiver, on a rentré des shorts. Eh, mon Dieu. En se disant, les gens vont venir s'équiper pour le gym. Exactement. Donc, des shorts, des t-shirts, puis tout ça. Mais personne ne venait chez nous pour ça parce qu'ils n'ont pas besoin d'expertise pour s'acheter un t-shirt. Non, puis souvent, en fait, les gens qui vont continuer à courir à l'intérieur l'hiver, ben, vont utiliser ce qu'ils ont déjà, puis ils vont avoir envie de se rééquiper plus au printemps, justement, pour la belle saison. Exactement, exactement. Donc, on a commencé, grâce au Courir 101, ben là, l'été est arrivé. Et là, quand l'été est arrivé, bien évidemment, on vendait des t-shirts, des beaux shorts. Et là, on s'adaptait. Camisole, OK, ci, ça. Bon, ils voulaient des shorts avec des poches pour mettre leur téléphone. Ça commençait. Ça commençait, oui. Donc, OK, mais là, on n'avait pas. Personne ne faisait ça. En 2012, personne n'avait qu'on vendait des ceintures à la taille. Ouais. Et les premières ceintures à la taille, ils bougeaient trop parce que personne courait avec de l'eau. Ça n'existait pas encore en 2012. Tu sais, pas de poche dans les shorts, là, c'était vraiment ça. Là. 100%. Si on recule, là, j'ai vraiment souvenir là, de la première fois qu'il y avait une belle grande poche dans laquelle on pouvait mettre le téléphone. Là. Oui. Ça fait pas 100 ans. Là. Non, puis les gens, ils disaient 15 ans, tu sais, ça fait 13 ans. Ouais. 13 ans maintenant, à la vitesse que font les changements dans notre société, c'est l'équivalent de 60 ans avant. Là. La vitesse des changements est tellement plus grande qu'avant. Donc, ça a changé. Et l'idée de courir l'hiver, ça a changé énormément. Ouais. Courir longtemps aussi. Courir pour un demi-marathon, 2 heures, il faut de l'eau. Ouais. Les gens avant ne savaient pas qu'on pouvait amener de la nutrition, donc il n'y avait pas de poche. Il y avait moins d'offres de nutrition. Il y avait moins d'offres de nutrition. Ça a beaucoup changé. Dans 20 ans, toi, tu vas refaire des podcasts, puis tu vas parler de 2012. Ça va avoir encore immensément changé. Ouais. Mais donc, il a fallu s'adapter à la demande. Et évidemment, éventuellement, on s'est bien rendu compte que les bottes, les souliers de marche en cuir, il fallait enlever ça. Ça prenait de la place. Et surtout, ça prenait de la place physiquement, mais ça prenait du cash flow. Et le cash flow, pour ceux qui ne sont pas en affaires, c'est votre réserve de graisse pour passer à travers l'hiver quand vous êtes un ours. C'est ça, votre cash flow. Oui. OK? Donc, là, l'hiver s'en venait et je ne pouvais pas avoir, puis tu n'étais pas là encore, mais on ne pouvait pas avoir 500 paires de chaussures qui attendaient là. Il fallait avoir les sous pour acheter des chaussures pour l'hiver qui s'en venait et les vêtements pour l'hiver qui s'en venait. Donc, ça, c'était un gros défi de pouvoir réduire l'inventaire dans l'été pour arriver à l'hiver et avoir des sous pour acheter l'inventaire d'hiver, sachant que l'hiver, le chiffre d'affaires serait, et là, je tombe un peu plus technique, mais un peu plus, pas dans les chiffres, mais dans les informations précises, serait probablement de 40% celui de l'été. Oui. Donc, voilà. Janvier-février, là, pour la course à pied, c'est quand même les mois les plus tranquilles. Là. Ce qui m'a beaucoup aidé encore là, c'est la gestion de l'automobile. Parce que quand j'étais dans l'automobile, j'ai géré des inventaires de 10 millions, moi, au mois de février. Les camions qui rentraient, là, un par derrière l'autre avec des voitures, là, des floats, là, qu'on appelle ça, tu sais. Puis un par derrière l'autre. Puis là, tu débarques des cabriolets à pelleter, t'es dans une tempête de neige en plein mois de mars. Tu fais, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Et là, le mois d'avril arrive et 5 clients achètent 5 cabriolets dans une journée. Mais tu as eu peur en mars. Ouais. Et il fallait que la neige s'en aille parce que là, tu commences à être dans le trou parce que le stock de juillet va rentrer bientôt. En tout cas, gérer un inventaire, là, c'est comme gérer un bedon.
Il arrive du nouveau, il faut que le vieux sorte. Oui. Je l'avais jamais dit, Non, celle-là. non, c'est ça. Rapidement, on a l'image. Oui, vous avez tout compris. Ouais. Tu sais. Ça, c'est la gestion d'inventaire. Et si le vieux est pogné en dedans, Ouais. t'es en danger. Ouais. T'es vraiment en danger. Ça gonfle. Il n'y a plus rien qui fonctionne. Tu ne penses qu'à ça. Tu n'es plus fonctionnel du tout. Et les banquiers ont peur de ça. Parce qu'ils savent je me souviens au début, ils savent très bien que si tu tombes dans ce piège-là, tu ne passeras pas à travers. Ouais. Surtout avec nos saisons au Québec. Nos saisons les changements de saison sont tellement majeurs que du jour au lendemain, écoute, en mars, on peut recevoir 25 cm de neige. La semaine d'après, il fait 20 degrés. Oui. Et donc, là, il faut se virer de base sur un 30 sous. Et donc, oui, j'en étais avec ça. Mais donc, c'était un des défis, c'était de gérer l'inventaire. Et donc, encore là, mon expérience dans l'automobile m'a permis de dire « Hey, José, sois prudente. Ouais. » Parce que là, les fournisseurs, ils m'appelaient, disaient « Hey, ça réussit bien votre affaire. » Ils m'appelaient, mettons, au mois de juillet. « J'ai du stock, je peux te faire un rabais. Tu vas le mettre en rabais. Puis tes clients vont être contents, ils vont avoir des rabais. Puis je vais t'envoyer 20 boîtes, mettons. » Ah, ouais. Je disais non. OK. J'ai dit oui une couple de fois, des petites quantités, mais globalement, j'ai dit non. Une chance, j'aurais pas eu de sous. Sinon, c'est enterré. Ouais. Je suis enterrée, là, Ouais. je suis pris avec ça. Mais je me suis quand même fait un peu prendre parce qu'il y a eu des années, l'inventaire, c'était... Mais voilà, ça a été un autre des multiples défis. Ouais. Puis comment tu dirais que, d'un point de vue entrepreneur dans le monde de la course à pied, comment ça a été la réception auprès des fournisseurs, des collaborateurs et tout? Bien, à partir du 5 avril, il y en a quelques-uns, je les nommerai pas, mais je les aime de tout cœur encore. Ils sont venus nous aider dans la formation. Ouais. Et à partir du 5 avril, donc, après ça, on les voit 2 fois par année. C'est Un jour, on fera un autre épisode là-dessus. Spécial achat puis sélection de produits. Achat, puis on reparlera de la gestion d'inventaire aussi, puis tout ça. Ouais. Je pense que ça vaut la peine d'en parler longuement. Mais les fournisseurs venaient puis ils disaient, bien, José, t'as pas vendu encore, t'as juste 2 jours de vente de fait, mais il faut que tu achètes pour l'année prochaine. Oui. Oh, OK. Et puis là, bien, il y a des genres de shows qu'on appelle ça des expositions où tous les fournisseurs sont là. Des foires là, d'exposition. Des foires, exactement. Et les fournisseurs sont là. On a la chance de pouvoir les rencontrer là. Et donc, je vais à la foire, puis à un moment donné, j'entends quelqu'un qui me dit, mais ça, je l'ai su quelques années plus tard. Ouais. Mais au mois d'avril et dans les mois précédents, l'ouverture, et on va dire, mettons, 5 mois avant, 5 mois après, mettons, OK? On va dire là, au moins sur une période d'1 an, les fournisseurs entre eux se disaient, écoute bien ça, écoutez ça, gang, là, ça va à peine, vous ne l'oublierez pas. Ils se disaient, ça, c'est une petite madame, José. Ouais. J'avais 48. À date, c'est pas faux. Ouais. Je suis petite. Petite. Puis je suis une madame. À date. J'avais 47, mettons, quand ils m'ont rencontré. Ils se disaient, les gars, les filles, ben en tout cas, moi, je l'ai su par des gars. Ils se disaient, les fournisseurs, ça, c'est une petite madame que son mari est riche puis il a acheté un magasin. Et moi, je ne savais pas qu'ils pensaient ça. Mais de toute façon, je me soucie souvent assez peu de ce que disent les gens de moi parce que je pense que dans la vie, tu es mieux d'être un underdog. Mm-hmm. Sois un underdog et quand tu vas sortir, tu vas être une belle grande fleur. Tu sais. Ouais. Et donc, je m'en souciais pas trop, mais quand on me l'a dit, j'ai fait, ben là, franchement, tu sais, ça n'a pas de bon sens. Ben oui, puis tu sais, je vous invite à aller écouter l'épisode précédent, justement, où tu reparles de ça a été quoi de trouver le local, de commencer une entreprise, puis tu sais, c'est quand même assez clair que c'était pas ça. Là. Non, c'est vraiment, vraiment pas ça, parce que mon mari n'était pas riche. Et on était ensemble et ça a été un projet fait à 2. Et donc, vous allez en apprendre plus dans l'épisode si vous ne l'avez pas écouté. Mais c'était définitivement pas ça. Et ça m'a tellement surpris parce que je ne m'attendais pas à ça. Surtout, moi, je venais d'un domaine où c'est supposément que dans l'automobile, les femmes, les gens vont penser que dans l'automobile, une femme a de la misère à faire sa place. J'avais jamais eu conscience de cette image-là dans l'automobile. Je ne l'avais pas non plus dans le sport, mais en tout cas, c'est pas grave. C'est quand même peu un boys club aussi dans le sport. Ah oui. Puis ça l'était un peu plus aussi en 2012 que maintenant en 2025. En 2012, les boutiques de course au Canada appartenaient
à des hommes. Il y avait une boutique de course qui a beaucoup de succès au Québec. C'était un couple, mais je crois que c'était plus son projet, peut-être un peu à lui, mais parce qu'elle était là, ensemble, ils ont fait un projet fantastique. Oui. Et ça a été un immense succès. Mais globalement, là, quand les gars parlent d'une boutique, ils vont souvent parler du nom du gars si c'est un couple. Ouais. Ils vont dire, tel gars, mettons il s'appelle, je sais pas moi, Pierre, mettons, le gars, avec sa blonde qui s'appelle, mettons, Pierrette, disons. Ils vont dire, hey, Peter, sa boutique, ça roule bien. Ils diront pas, tu sais. C'est un peu un boys club, effectivement. Ouais. Mais c'est un peu ça dans l'automobile aussi, je l'avais vécu. Ben, en fait, dans le monde des affaires, tu sais, globalement, si on regarde les CEO, puis statistiquement, c'est pas du tout représentatif. Puis il y a plein de statistiques qui prouvent qu'on aurait intérêt à ce que ce le soit un peu plus. Là. Mais bref, ça, c'est un autre sujet. Là. Un autre sujet ben oui. d'un autre... Mais ça, je veux vraiment qu'on le fasse. Par contre, je pense qu'il y a plein de pistes qui vont être intéressantes à explorer. Oui. Ah oui, il y a beaucoup d'anecdotes sur les années où j'étais en affaires. Écoute, j'étais en affaires. Moi, j'ai eu ma première entreprise. J'avais 21 ans. Ça, on reviendra sur ça. Mais oui, donc, les premiers mois, ça a été la réalisation de dans quoi je me suis embarquée. Et aussi, oh my, ça va être quelque chose. Oui. Faut faire ses preuves. Faut faire ses preuves avec les clients, avec l'équipe. Parce que si on veut que l'équipe soit impliquée, soit motivée, avec les fournisseurs. Oui. Je peux... Faut que tout le monde soit heureux. Parce qu'on ne veut pas qu'ils partent. Oui. On veut faire partie de leur vie. Donc, pour qu'ils restent avec nous, il faut qu'ils soient heureux, il faut qu'ils sentent qu'ils se développent dans ce projet-là et que leur voix est importante. Tu sais, je me souviens à un moment donné, leur voix est importante, mais d'un autre côté, il faut que tu continues à suivre un peu ta voix. La petite voix intérieure, c'est ça que je veux dire. Oui. Peut-être un jour, on reparlera du marketing, on fera quelque chose sur comment faire... Ah oui, un autre coup un coup de circuit. Un autre. Oui. Le nom. Ah, ben oui. Oui. Le nom, parce que, tu sais, je reviens là-dessus. Mais ça a été un autre coup de circuit. Et avoir notre building à nous. Un autre petit coup de circuit. Mais ça, c'est grâce à toutes les années de vie derrière moi, puis aux collaborateurs qui ont été avec moi. C'est grâce à tout ça que ces coups de circuit-là ont été possibles. Ouais. J'ai pas la science infuse. Je ne l'ai jamais eue. Tu sais. C'est les gens avec moi, tu sais, qui ont fait que, regardons ça. Ça, c'est une bonne idée. Puis là, je la mets en arrière, puis je la laisse mijoter tranquillement. Mais oui. Mais là, je parlais d'autre chose. Je suis perdue aujourd'hui. C'est parce que ce matin, j'avais encore un défi. Ce matin, à 6h30 du matin, un défi pour Bromont. J'étais là, je regardais, bien, voyons donc, c'est pas possible. On viendra sur ça une autre fois. Oui. Parce que là, on parlait vraiment de l'ouverture, les premiers mois, faire ses preuves, que les employés se développent à l'intérieur. Les clients qui reviennent. Puis qui sont heureux. Oui, c'est ça. Qu'il faut qu'ils partent heureux. Oui. Il faut qu'on les écoute. Ça, c'est vraiment important. Oui, voilà à peu près. Ce qui est intéressant, c'est que, puis on a effleuré un peu le sujet, c'est que c'est aussi au même moment où moi, j'ai connu Maison de la course. Comme client. Comme client au départ. Donc, en fait, toute la première année, 2012, puis début 2013, pour moi, ça a été un coup de cœur d'entreprise. C'était à 2 pas de la maison. Je pouvais venir courir avec le groupe. Tu sais, c'était un coup de foudre avec la course en général à cette période-là de ma vie. Puis j'étais à un moment aussi où je sortais de mes études, puis j'avais un petit peu plus de temps à consacrer à la course. Fait que bref, ça a été effervescent pour moi aussi. Puis ça ouvre un peu la porte au prochain épisode. Oui. Parce qu'on va parler un peu là, de mon arrivée dans Maison de la course. Oui. Donc en 2013. Fait que on vous donne un petit avant-goût là, du prochain épisode qui va sortir dans 2 semaines. Une arrivée importante, puis souvent dans la vie, on ne se rend pas compte. Il y a une journée qui va être comme une journée, comment on appelle ça? Charnière. Ouais. Et cette journée-là, quand toi, tu es venu à la boutique la première fois, tu vas raconter ça. On va te le faire raconter, mais ça a été un moment charnière. Il y a des moments comme ça dans notre vie où on ne réalise pas. Et moi, quand tu étais cette fois-là devant moi, quand tu es venu à la boutique puis tu as rencontré l'équipe,
Nous, on ne le savait pas, puis il n'y avait pas moyen de savoir que c'était un moment charnière. Mais non, c'est ça. C'est toujours avec du recul qu'on le sait. Là. C'est ça. Ben oui. Et le fait qu'on ait été, que ça a été plaisant pour toi en tant que client, ça a tout changé. Ben oui. Et donc, si on s'était installé, je ne sais pas moi, mettons si à l'époque, je m'étais installée à Sainte-Thérèse, mettons la première boutique, au lieu de Saint-Hilaire, Mont-Saint-Hilaire, on ne se serait pas connus. Ben, pas à ce moment-là, en tout cas. Pas à ce moment-là. Puis peut-être que ça aurait fait qu'on se serait connus quand même après, mais que j'aurais été à un autre moment de ma vie, puis que... C'est ça. Donc, le prochain épisode, c'est vraiment sur ça, sur les moments charnières. Comment pas les manquer aussi, en tout cas. On a beaucoup à jaser dans le prochain. On vous en dit pas trop parce qu'on veut vous tenir sur la pointe des pieds. Vous savez qu'on court pas sur la pointe des pieds, mais pour écouter les podcasts, c'est important. Comment on dit ça? Tiptoe, là, on les tient, tu sais, comme quand ils écoutent un film d'horreur, là. Oui, ou un bon suspense. Un suspense, là, puis ils sont sous le bout de leur chaise, là, fait qu'on essaie de vous tenir sur le bout de votre chaise. Donc, écoute, merci d'avoir revisité, de m'avoir fait revivre, ces quelques mois-là après l'ouverture. Puis encore une fois, tu sais, je veux remercier ceux qui étaient avec moi. Tu sais, il y avait Benoît, il y avait Karine, il y avait... Étienne est arrivé le mois d'après. Tu sais, en tout cas, tous ces gens-là, sans eux, ce ne serait pas là, évidemment, Lionel. Mais, puis dans la vie, c'est même souvent après ces mois-là qu'on se rend compte que si ces gens-là n'avaient pas été là, on n'aurait pas réussi le défi. On n'aurait jamais, jamais, jamais passé à travers. Jamais qu'on l'aurait réussi, même si on est fort. Les gens me disent, t'es quelqu'un de fort. Non. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche, tu sais. Donc, voilà. Ben écoute, merci, Frédéric. Merci pour le partage, puis merci de nous écouter. C'est vraiment le fun de vous savoir à l'écoute de nos histoires. Puis ce qui est le fun, c'est quand vous venez à la boutique ou quand vous nous rencontrez, puis vous nous racontez, « Hey, t'as dit ça, j'ai aimé ça » ou dites-nous-le, donnez-vous vos commentaires. On aime ça, ça nous nourrit aussi. Vraiment. Oui. Merci, puis à bientôt. À bientôt.